Chaque fan d'histoire romaine connaît les prétoriens, ou plus précisément la garde prétorienne, l'unité d'élite de l'armée impériale romaine qui servait de garde du corps personnel aux empereurs romains. Mais qu'est-il arrivé après qu'ils aient été dissous par Constantin après la bataille du pont Milvien? Pendant plus de 300 ans, ils ont protégé l'empereur, ont également agi en tant qu'agents de renseignement et plus tard, malheureusement, ils sont souvent devenus rebelles et ont même tué des empereurs ou en ont proclamé de nouveaux. Mais en 312 après Jésus-Christ, leur jour était compté à la bataille du pont Milvien. Ils ont combattu aux côtés de l'empereur Maxence avec le plus grand zèle et courage, mais à la fin, ils ont quand même été vaincus. Et puisque ceux qui ont survécu étaient toujours fidèles à leur empereur déchu Maxence, Constantin les a dissous la même année. Mais bien sûr, il avait toujours besoin d'une unité de garde du corps impérial d'élite pour compenser la perte des prétoriens. Alors, qui les remplacerait? Les successeurs des prétoriens après 312 après Jésus-Christ seraient connus sous le nom de Scholae Palatinae, la garde du palais impérial romain tardif. Lorsque Constantin a dissous la garde prétorienne, il a également dissous la branche de cavalerie des prétoriens, appelée les Equites Singulares Augusti. Ainsi, la plupart des érudits pensent que les nouvelles Scholae Palatinae ont été créées par Constantin, sinon ils se seraient retrouvés sans aucune unité de garde, ce qui aurait été très imprudent. Il est donc en effet très logique que ce soit lui qui ait créé les Scholae Palatinae. Le mot « scola » vient du mot latin « école », mais il a fini par être utilisé pour désigner les troupes organisées de la suite impériale. Et Palatina vient du mot « palais », ce qui signifie qu'ils occupaient des pièces spécifiques dans le palais impérial. Chaque scola était formé en un régiment de cavalerie d'élite de 500 hommes. Donc les Scholae Palatinae étaient en effet principalement des unités de cavalerie. Donc nous pourrions dire qu'ils étaient l'analogue romain tardif aux Equites Singulares Augusti précédemment mentionnés. Et bien sûr, Constantin a été le premier à recruter de grandes quantités de francs dans l'armée romaine, qui sont ensuite devenus ses meilleurs combattants. Il est donc tout à fait logique que ces francs aient effectivement été transformés en premières troupes de Scholae Palatinae. La logique était que les troupes germaniques seraient moins sensibles à la politique et aux intrigues romaines, ce qui, je dois l'admettre, n'est pas une mauvaise logique. Ammianus Marcellinus a écrit dans la dernière partie du IVe siècle que les Francs constituaient une grande partie de la garde du palais impérial. Et nous savons également que le meilleur ami de l'empereur Julian, Nevita, était un Franc, commandant des troupes palatines, les gardes du corps de l'empereur. En effet, il est fascinant de penser qu'à l'époque de Julian, la barbarisation de l'armée avait déjà beaucoup progressé, car il était apparemment déjà normal d'avoir des gardes du corps impériaux germaniques. Mais les Alamans, et certainement dans une certaine mesure d'autres germaniques, ont également été recrutés à l'époque, et constituaient les Scholae. C'est clairement le cas à l'ouest du IVe siècle. Cependant, dans l'Empire romain d'Orient du IVe siècle, ce sont les Goths qui constituaient une grande partie des gardes du palais impérial. Cela a duré jusqu'à la fin des 300, mais ensuite, avec les rébellions de Tribigild et Gainas en 399 et 400 après Jésus-Christ, le sentiment anti-gothique a commencé à augmenter. Et donc, à un moment donné, au début ou au milieu des 400, les Goths ont ensuite été progressivement remplacés à l'est par les Arméniens et les Isauriens, qui étaient ironiquement aussi souvent considérés comme des barbares. Mais, au moins, ils étaient des barbares de l'intérieur de l'Empire, et ils en faisaient partie depuis longtemps, et étaient donc culturellement plus proches des Romains que les Goths détestaient. Cependant, à la fois à l'est et à l'ouest bien sûr, parfois des Romains natifs rejoignaient également les Scholae. Mais on ne sait pas quel était le pourcentage. Il est un peu impossible d'estimer, mais ils ont certainement dû constituer également un nombre non négligeable, du moins au IVe siècle. Ce pourcentage a certainement diminué de plus en plus à l'ouest au cours du Ve siècle.
Les Scholae Palatinae étaient commandés par un comus domesticorum, le commandant des gardes du palais, et il était à son tour subordonné au magister officiorum. Le magister officiorum a également été créé pendant le règne de Constantin et il était l'un des hauts fonctionnaires administratifs les plus importants de la fin de l'Empire romain. Nous pouvons l'imaginer comme un ministre de la sécurité intérieure, de la surveillance administrative et des communications, et il est donc logique qu'il ait également eu la surveillance de la garde du palais impérial. Cependant, la surveillance du magister officiorum était plutôt une sorte de surveillance administrative, pas militaire. C'était du moins le cas au IVe siècle, mais la manière dont cela a été géré plus tard dans l'ouest du Ve siècle, alors que les choses commençaient à vraiment mal tourner, est un peu floue. L'empereur avait un contrôle direct de la garde du palais impérial en tout temps, et donc le comus domesticorum ainsi que le magister officiorum n'avaient pas de contrôle séparé des Scholae Palatinae. C'était finalement toujours l'empereur qui commandait les unités et qui pouvait passer outre le comeste domesticorum ou le magister officiorum. Dans la Notitia Dignitatum, qui est un document administratif extrêmement important, de la fin de l'Empire romain, écrit dans les années 390 pour l'Empire de l'Est et dans les années 420 pour l'Empire de l'Ouest, dans ce document, nous en apprenons davantage sur le nombre de troupes de Scholae Palatinae qu'il y avait à l'Ouest et à l'Est. Nous découvrons qu'il y avait 7 Scholae à l'Est et 5 à l'Ouest, et nous avons dit auparavant que chaque Schola était composé d'environ 500 troupes. Donc, nous obtenons une force totale de la garde du palais impérial de l'Empire romain occidental de 2500 et de 3500 pour l'Empire romain oriental. L'empereur Majorien lui-même était, à l'insu de beaucoup, avant de devenir empereur, fait comeste domesticorum par Petronius Maximus en 455 après J.C. Il a été chargé de rassembler les environ 2500 Scholae Palatinae qui étaient dispersés autour de l'Italie à cette époque et les préparer à défendre l'Italie. J'ai parlé plus en détail de ce qui s'est passé alors dans les 3 vidéos que j'ai réalisées sur Majorien. Dans tous les cas, être membre de la Schola comportait certains avantages. Vous recevriez des rations supplémentaires, annonae civicae en latin. Vous seriez exempt de l'impôt de recrutement appelé privilegis scholarum, et vous ne vous engageriez normalement pas dans des batailles dangereuses, car les scholae étaient principalement utilisés par les empereurs pour des missions civiles à l'intérieur de l'Empire. Mais c'était exactement le problème. Les scholae voyaient très peu d'actions de combat réelles, et combiner cela avec le fait qu'ils passaient de longues périodes de temps dans des environnements de palais impériaux assez luxueux, et vous pouvez déjà deviner que leur capacité de combat se détériorerait. Fait intéressant, les Scholae Palatinae ont survécu à la chute de l'Empire romain d'Occident dans l'Ouest pendant quelques années de plus. Nous avons dit que beaucoup d'entre eux étaient de toute façon composés de recrues barbares, même au IVe siècle. Mais je pense que ce pourcentage avait beaucoup plus augmenté au Ve siècle, et je suppose qu'après environ 450 après J.C., il serait composé presque entièrement d'unités germaniques. Il est donc logique de supposer qu'Odoacer, après avoir pris le pouvoir en Italie en 476 après J.C., renvoyant l'empereur romain occidental marionnette Romulus Augustus, qu'il a simplement gardé les Scholae Palatinae et en a fait ses propres unités de garde du corps personnel. Fascinant, nous aurions maintenant une répétition de ce qui s'est passé en 312 après J.C., lorsque Constantin avait dissous les prétoriens. À savoir, lorsque Théodoric, le roi des Ostrogoths, a vaincu et tué personnellement Uruaker en 493 après J.C., il a également dissous les Scholae Palatinae restants, car ils étaient probablement toujours plus loyaux à leur ancien maître Odoacer. Et ainsi s'est terminée, après presque 2 siècles, la Scholae Palatinae de Constantin à l'ouest. Cependant, à l'est, comme vous pouvez l'imaginer, les choses ont empiré, différemment. Là-bas, c'était pendant le règne de Léoprint.
que les Scolae Palatinae ont été remplacés par les excubitors, ou excubitores. C'était une unité d'élite de 300 hommes. Peut-être était-ce un clin d'œil aux légendaires 300 Spartiates, qui sait. Mais ils deviendraient, après le règne de Léopold, la garde du palais impérial, remplaçant les anciennes Scolae Palatinae. Ces excubitors joueraient un rôle très important, notamment au VIe siècle, comme par exemple l'empereur Justin Prar, qui était en réalité un comus excubitorum, commandant de la garde du palais, avant de devenir empereur de l'Empire romain d'Orient en 518 après J.C. Mais bien sûr, je ferai une vidéo entièrement séparée sur les excubitors, car leur histoire se poursuivrait en quelque sorte pendant encore quelques siècles dans l'Empire romain d'Orient plus tard. Nous voyons donc que l'histoire de la garde du palais romain est très longue, des prétoriens sous le règne d'Auguste, aux Scolae Palatinae après 312 après J.C., aux excubitors à partir de 457 après J.C. dans l'Empire romain d'Orient. Mais cela, chers amis de l'histoire romaine tardive, est une histoire pour une autre fois. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'ère fascinante de l'Empire romain tardif. Et je tiens bien sûr à remercier tous ceux qui soutiennent Majorianus sous une forme ou une autre, que ce soit via Patreon, via une adhésion à YouTube, via un don PayPal ou simplement en regardant les vidéos. Merci beaucoup de soutenir Majorianus afin que je puisse garder cette chaîne uniquement sur l'histoire de l'Empire romain tardif. Et si vous voulez en savoir plus sur l'armée romaine tardive elle-même, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur pourquoi l'armée romaine tardive était bien meilleure que sa réputation, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gracias Tibiago et Benevalette.